Voilà, bonjour. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous parler simplement de cet événement qu'on organise l'année prochaine, parce qu'on est encore en 2017, Bernard, je sais que tu es toujours en avance, mais on est encore en 2017. Donc effectivement, l'association Aristote aura 30 ans l'année prochaine, et donc on a déjà, nous, de notre côté, réservé la date, ça sera le 5 juin 2018. Donc on espère qu'il y aura le maximum de monde pour cet événement, qui aura lieu à la Grande Galerie de l'Évolution du Jardin des Plantes. On n'a pas les horaires encore complètement définis, mais ça sera certainement en fin d'après-midi. Et voilà, lors de cet événement, ça sera pour nous l'occasion de revenir sur le passé et sur l'histoire d'Aristote, pour qu'on se souvienne tous ensemble, et pour ceux qui ne connaissent pas bien l'association, tout ce que l'association a pu faire au cours de ces 30 ans. Mais au-delà du passé, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est effectivement de nous projeter vers l'avenir. Et comme Bernard l'a dit, on est fortement intéressé pour essayer d'anticiper, autant que faire se peut, les évolutions, voire les révolutions dans le domaine du numérique qui peuvent impacter nos organismes, nos sociétés au sens large du terme. On se propose en fait de faire venir des gens qui sont nettement plus intelligents que nous, pour essayer de réfléchir ensemble sur un certain nombre de sujets avec soit un aspect un petit peu plus, on va dire, philosophique, prendre un peu de recul et essayer de se projeter un peu sur l'avenir. Donc on aura déjà M. Étienne Klein, qui est scientifique et philosophe du CEA qui viendra nous parler. Henri Verdier aussi, qui est le directeur interministériel je ne sais plus exactement son titre, directeur interministériel des évolutions numériques au niveau de l'État. Donc en fait, c'est toute la transformation numérique de l'État. Et on essaye aussi de contacter M. Villani pour qu'il vienne, s'il accepte, venir nous éclairer aussi sur un certain nombre de sujets qui peuvent être d'intérêt. Ça sera aussi l'occasion de remettre la première édition du prix Roland Sénéor. Roland Sénéor, qui est de l'école polytechnique, qui nous a quittés cette année. Cette année ou l'année dernière, je ne sais plus maintenant. Cette année, oui. Le temps passe vite. Et donc, en son hommage et en son honneur, lui qui a beaucoup œuvré et pour l'école, et pour les jeunes, et pour l'association, on a décidé de mettre en œuvre un prix. Et ça sera l'occasion de remettre ce prix lors de ces 30 ans. Et puis, bon, c'est bien de discuter, de réfléchir, mais après, voilà, il y aura ce qu'on appelle un temps de convivialité, qu'on espère le plus agréable possible, dans un lieu qui est prestigieux. Et voilà, c'est pour nous, c'est vraiment un événement important. Donc on espère que vous pourrez venir nombreux. Et on tiendra informé toute la communauté Aristote et au-delà de la communauté Aristote de l'organisation de cet événement. Donc je ne prends pas plus de temps et je vous remercie. Merci Christophe. Merci pour ton intervention. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur ce que fait l'association Aristote. Vous pourrez le trouver sur le site internet ou de tous les événements que l'on produit. Mais en fait, on essaie d'organiser des séminaires et des formations. Les séminaires, c'est par exemple ce que vous avez aujourd'hui, la journée que vous avez aujourd'hui. On fait 5, 6, 7 journées thématiques dans l'année. Et on a également des groupes de travail qui réfléchissent sur ce domaine du numérique. Les membres d'Aristote, vous les avez ici listés. Je ne vais évidemment pas les lire, mais vous pouvez voir qui sont nos membres. Et puis, nous avons une permanente qui est Régine Lombard et qui œuvre vraiment pour faciliter justement les liens entre tout le monde. Et vous avez pu avoir affaire à elle lors de l'inscription. Voilà, donc l'association est hébergée à Polytechnique, ici, donc, voilà. Alors maintenant, je vais passer de suite, puisque le temps est contraint, on a beaucoup d'exposés qui vont être présentés, beaucoup de choses qui vont vous être présentées aujourd'hui, donc je suis un peu contraint dans le temps, mais je comptais quand même parler d'un petit peu de la genèse de cette journée. La genèse, c'était faite par ma participation à ce que s'appelait à l'époque Défi Cisco, qui s'appelle maintenant Challenge Switch Up Challenge, et de ma rencontre avec un projet de start-up innovante qui avait été présenté dans ce cadre-là et qui était la société Ware. La société Ware sera présente en fin de journée pour vous présenter ce qu'elle fait. Et c'est Caroline, je ne sais pas si elle est arrivée, Caroline. Non, elle n'est pas encore là. Donc elle sera là en fin de journée pour présenter ce qu'elle fait. Mais c'est un foulard anti-pollution qui est extrêmement intéressant, connecté, etc.
À partir de là, je me suis dit, tiens, ce domaine du textile, il n'est pas vraiment connu, pas vraiment présent sur le plateau de Saclay, et je trouvais que c'était très dommage. Et d'où l'idée de faire cette journée pour faire connaître tout ce qui se fait dans ce domaine et qui est excessivement intéressant, que moi-même je découvre. Je ne suis pas du tout un expert, donc je m'appuierai sur Julien, sur Bruno, pour effectivement, qui sont eux des experts du pôle compétitivité, pour présenter les choses dans cette journée. Et donc la proposition de cette journée dédiée au textile intelligent. Le contexte, c'est quoi? Bien, il faut dire que le XXe siècle était pour la France pionnière dans l'industrie, et l'industrie textile notamment, mais la mondialisation a eu un effet important sur cette filière, puisqu'on a vu de plus en plus les pays low cost arriver et donc détruire une partie importante de manufactures dans ce domaine. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut reprendre le leadership d'une activité textile qui était extrêmement développée par le passé. Eh bien, la solution, il n'y en a qu'une seule, c'est l'innovation. Et l'innovation pour relever ce challenge, eh bien, c'est dans le domaine d'éthique, des nanotechnologies, des capteurs intelligents, l'intelligence artificielle, le big data, toutes ces nouvelles technologies qu'on peut mettre au service de textiles et des textiles et qui font que cette filière va pouvoir certainement reprendre de l'essor en France grâce à tout ça. Et le but de cette journée, c'est de faire découvrir ces avancées majeures dans le domaine et de faire en sorte qu'il se crée un écosystème d'innovation ouverte autour de ce thème-là, avec les acteurs du plateau de Saclay, puisque ça se fait quelquefois, mais en région, et je pense qu'il faut effectivement fédérer tout ça, et j'espère qu'au bout de la journée, eh ben, on arrivera à créer des liens pérennes entre des acteurs différents qui sont un peu partout en France. Donc on a choisi de vous présenter quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif, il y a plein d'autres choses qui se font très intéressantes, mais on a choisi quelques exemples aujourd'hui à vous présenter pour vous faire découvrir ce domaine pour certains. Alors je voudrais juste parler, puisqu'il y a énormément d'inscrits, je voudrais parler quand même d'où vous venez en général. Eh bien, il y a eu 130 inscrits et orateurs, comprenant les orateurs également. Donc dans les 130, il y a 95 personnes qui viennent de l'Île-de-France, donc les départements sont listés ici. Il y a 5 personnes qui viennent du Nord, de la région Nord. Il y a 4 personnes de la région Est. Il y a une personne que j'ai appelée région Ouest. J'ai noté Sud-Ouest, 5 personnes. 18 personnes, Sud-Ouest, pardon, 5 personnes. Sud-Est, 18 personnes. Et la région Centre, 1 personne. Il y a également, ça a fédéré à la fois en France, mais également à l'étranger, parce qu'il y a une personne qui vient de l'étranger, qui vient du Maroc. Je ne sais pas si elle est présente. Est-ce qu'elle est présente? Parfait, bienvenue. Donc voilà, nous avons une personne également hors France. Alors, sur ce total des 130 personnes, j'ai essayé de regarder d'où vous venez en général. Donc il y a 8 journalistes. Merci à eux de nous faire l'honneur d'être là, d'être présents. Donc c'est un honneur pour nous de les recevoir. On a 39 personnes, soit 32% de personnes qui sont plutôt connotées recherche, que j'ai plutôt mis dans une case recherche. Et puis 83 personnes, soit 68% de l'audience qui vient plutôt du domaine business, je dirais. Voilà. Alors, très rapidement, le programme, ça va être quoi? Bon, c'est l'introduction que je fais qui est un petit peu trop longue, mais voilà, je vais arrêter. Ensuite, je vais donner la parole à des personnes. Je vais juste décrire le thème général, et ensuite, les personnes, on les verra au fur et à mesure. Le thème général, c'est de faire une introduction du sujet textile intelligent au travers des pôles de compétitivité et d'une personne qui est experte dans le domaine. Voilà. Ensuite, on va passer sur la recherche dans ce domaine. Où est-ce qu'on en est? Que font les centres de recherche dans le domaine des textiles intelligents? Ensuite, on va aborder en début d'après-midi les besoins opérationnels avec un exemple. On aurait pu en mettre beaucoup d'autres, mais on en a choisi un qui est très pertinent. C'est celui de l'assurance. Donc, Anne-Sophie Godon, je ne sais pas s'il est arrivé, peut-être pas encore, de Malakoff Médéric, qui va nous présenter cet aspect-là. Et ensuite, on va avoir le point de vue de l'avocat, parce que c'est bien beau de rassembler beaucoup de données, de créer des données sur nos usages, etc. Mais aussi faut-il savoir comment les exploiter, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données, quels sont les risques liés à ça.
Donc l'avocat va nous présenter son point de vue. Ensuite, on va avoir, à partir de 15 heures, on va avoir une présentation de toutes les sociétés, start-up, PME, grands comptes, puisqu'il y a quand même Damar dedans, donc je ne voudrais pas restreindre le domaine à uniquement les start-up et les PME, mais également les grands comptes, sur ce qui se fait un peu dans ce domaine-là, de très innovant. Aujourd'hui déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites et très intéressantes. Donc vous aurez un panel d'exemples ici. Et on terminera sans doute vers 17h30, peut-être on débordera un petit peu. Voilà. Donc je voudrais faire des remerciements. Des remerciements aux organisateurs, aux personnes des pôles de compétitivité qui m'ont aidé, donc Tectera, Uptex, Captronic, qui est également notre partenaire. Les journalistes, je l'ai dit, les 8 journalistes présents, merci à eux de nous faire l'honneur d'être là. Les orateurs, merci à eux. Et vous, les participants, merci de vous être inscrits et de venir. C'est grâce à vous qu'on a eu déjà un premier succès au niveau du nombre des inscrits. Et je vais de suite passer la parole donc, à Bruno Mougin du pôle de compétitivité Tectera. On aura ensuite Julien Payen du pôle de compétitivité Uptex et ensuite Christine Brouet qui nous parlera, qui nous dressera un petit peu un tableau de ce qui peut se faire en matière de textile intelligent. Voilà, donc n'oubliez pas. Et je laisse la parole à Bruno. Merci Bruno de venir. Alors, ça doit être... Alors ça, je sais jamais comment faire la taille. Agrandir peut-être. Parfait. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est sûr. Ouais, je passerai là-dessus. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui. Donc, ouais, on a réglé les détails techniques. Donc, je remercie Bernard Monnier de m'avoir invité à cette journée, et puis l'ensemble des organisateurs, et puis la journée Aristote, et puis aussi l'association Aristote en général. Je suis vraiment très content que ce séminaire ait attiré autant de monde, et je suis content de pouvoir partager avec vous, dans le domaine textile et hors domaine textile, ce qui se fait dans ce domaine qui est passionnant et que j'ai découvert il y a à peu près une douzaine d'années maintenant. Donc je vais vous faire une introduction à la journée. Je vais essayer de balayer de manière la plus générale possible tout ce qu'on voit et tout ce que vous allez voir aujourd'hui, essayer de vous introduire les différents concepts qui sont reliés au domaine des textiles électroniques, des textiles intelligents, des accessoires connectés, des accessoires intelligents, etc. Et puis, au cours de la journée, vous allez rentrer de plus en plus intensément dans les détails de ces notions et de ces domaines-là, et vous mettrez en pratique d'une certaine manière les premières démarrages que je vais faire maintenant. Alors je vais démarrer par une petite image, voilà, que j'aime bien présenter et qui démontre d'une certaine manière que le secteur textile est en constante évolution. Et cette image, qui date de 1910, qui a été faite par un journaliste, M. Cotte, elle retraçait en 1910 la manière dont ce monsieur voyait le secteur textile en l'an 2000.
Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait on voit tout ce qu'on a aujourd'hui dans le domaine du textile innovant en France ou ailleurs. Et on peut noter la présence de capteurs, on peut noter la présence d'une usine à l'intérieur du lieu de vente, on peut noter ce qui ressemble à une application mobile, d'une certaine manière. On peut noter aussi le fait qu'il y a une nouvelle relation qui existe entre le client, le fournisseur, le vendeur, le producteur, etc. Et c'est vraiment tout ce qui se passe là dans le domaine du textile innovant aujourd'hui. Toutes ces questions-là, elles sont abordées, elles sont traitées dans les entreprises, dans les laboratoires, dans les centres techniques. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans le textile innovant. Donc on est dans un secteur qui est vraiment en constante évolution, avec une problématique de la digitalisation à régler, de nouveaux modèles économiques, trouver sa place dans tout ça. Voilà, tendance à la personnalisation des produits, c'est tout ce qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas le secteur textile, et contrairement à ce qu'on a pu voir sur la diapositive précédente, le secteur textile, ce n'est pas que du vêtement. On en trouve absolument partout. Dans le domaine médical, donc la figure en haut à gauche, c'est un implant réalisé en textile. Et vous allez trouver du secteur textile aussi, comme domaine applicatif, dans les clean tech, dans l'ameublement pour la maison. Vous allez trouver des géotextiles qui servent à fabriquer des routes. Vous allez trouver des cordes d'escalade, c'est le domaine textile aussi, des agrotextiles pour protéger les cultures par exemple. Il y a plein de textiles dans les avions, sous forme de renforts de composite par exemple, ou de sièges d'avion. Plein de textiles qui sont utilisés dans le domaine de l'industrie, qu'on n'imagine pas forcément, ou qu'on ne voit pas. Mais en fait, on est tous constamment entourés de textiles, beaucoup plus qu'on imagine. Du coup, c'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un matériau textile finalement. Donc je vais décrire cette diapo en partant de la gauche, en allant vers la droite, puis en revenant vers la gauche. Si vous prenez un exemple, j'ai pris un vêtement parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est le vêtement de pompier. Un vêtement de pompier, en fait, si vous regardez le matériau, c'est pas qu'un tissu ou un tricot, c'est un multicouche. Si on va un petit peu plus en profondeur de ce multicouche, on se rend compte que ce multicouche, il est formé de fils qui s'entrecroisent, qui forment des boucles, etc. Si on va encore plus profondément et qu'on regarde plus finement, on se rend compte que ce fil, il est formé de plusieurs fibres ou de plusieurs fils. C'est ce qu'on voit sur le petit schéma avec un fil qui entoure un autre, ce qu'on appelle un fil guipé. Et puis si on va encore plus loin avec un microscope et qu'on regarde à l'intérieur de ces fibres, on se rend compte que ces fibres aussi, carrément, elles sont structurées. Donc, en fait, le matériau textile, c'est un multimatériau, parce que chacune de ces petites matières-là peut être de différentes natures. Et c'est l'association de tout ça qui crée le textile. Et donc, pour présenter le secteur dans le sens inverse, je vais repartir dans le sens inverse pour vous donner la sémantique classique du textile, avec au départ le filage qui permet de fabriquer une fibre, qu'elle soit naturelle ou artificielle ou autre. Et là, on a une quantité de fibres complètement hallucinante dans le domaine textile qui partent du coton évidemment, mais on peut tisser du basalte, on peut tisser des fibres polymères conductrices, on peut tisser tout un tas de choses. Ensuite, on a les étapes de moulinage qui passent de la fibre au fil, avec différents métiers. On a les étapes de tissage, de tricotage ou de tressage qui permettent de transformer ce 1D en 2D. Tout ce qui est finition, préassemblage, avec des revêtements de finition, des coatings, etc. Du laminage, du contre-collage, tout ce qui va permettre de faire un produit semi-fini. Et l'assemblage, avec la confection, la soudure, le collage, la mise en forme.
Donc là, vous avez les différents métiers et les différentes facettes de l'industrie textile, traditionnelle ou non traditionnelle ou innovante, parce qu'en fait, on ne change pas fondamentalement de schéma. Voilà pour le secteur textile. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est en fait un e-textile, qu'est-ce qu'un textile intelligent, qu'est-ce qu'un textile connecté, qu'est-ce qu'un textile fonctionnel. Alors, fonctionnel, bon, tout le monde sait ce que c'est, je pense que ça pose de problème à personne. Intelligent, on est tous dans le domaine de l'innovation, donc on a tous entendu parler de systèmes intelligents capables de répondre à un stimulus extérieur ou de matériaux intelligents. Et connecté, ben c'est un petit peu la même chose, c'est connecté à quoi? Connecté au réseau, connecté au web, connecté à d'autres objets, etc. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une image qui a été prise par hasard, c'est un monsieur qui porte une veste qui est la veste qui a été réalisée et conçue par Google et par Levi's. Donc c'est une veste connectée qui a fait beaucoup parler d'elle, donc c'est pour ça que je l'ai prise en exemple. Au final, dans un textile connecté, vous allez retrouver tous les éléments qui permettent de connecter ce textile avec vraisemblablement un apport d'énergie, une batterie, quelque chose qui permet de générer de l'énergie, vraisemblablement un capteur de température, de tout ce qu'on veut, vraisemblablement un actuateur, donc tout ce qui va permettre de donner la réponse, peut-être d'envoyer un signal, peut-être de changer la forme du textile, peut-être de changer de couleur, etc. De la conduction d'énergie et de données, du transfert d'énergie et de données, de la connectique pour connecter tout ça ensemble, et évidemment un algorithme, un traitement du signal, une base de données, un petit microprocesseur quelque part qui va permettre de faire que tout ça fonctionne. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des textiles connectés? Pourquoi est-ce qu'il y a des textiles intelligents? D'où ça vient? Vers où on va? Comment tout ça fonctionne? Je vais vous présenter un petit peu ma manière de voir les choses, et elle repose beaucoup sur l'idée de mariage entre différents secteurs. J'en ai pris deux. Celui qui nous concerne, le textile, et celui à votre gauche, l'électronique. Et puis, j'ai rajouté celui de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixée, qui commence à apparaître, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui me paraissait intéressant de vous présenter aussi. On part de tendances de la société, tels que le nomadisme, tels que la personnalisation, tels que le gaming. Alors j'ai laissé les termes en anglais, je suis désolé, mais je pense qu'en termes de tendance, ils représentent mieux ce qu'on met derrière ces notions qu'en français, tels que le quantified self, etc. On peut discuter longtemps de ces tendances. Ce qui est certain, c'est qu'elles s'appliquent aussi au domaine textile et à notre domaine qui nous concerne aujourd'hui. En dehors des tendances, vous avez ce que moi j'appellerais des fils conducteurs, c'est-à-dire des facilitateurs, comme des nouvelles manières d'innover, comme des nouvelles manières de percevoir le monde autour de nous, comme des nouvelles manières de concevoir des produits, des services, c'est ce qu'on appelle par exemple l'expérience utilisateur, l'UX, comme un environnement, une situation peut-être favorable, comme des cultures qui changent, et la naissance de l'entrepreneuriat qui commence à se développer de plus en plus en France. Et puis évidemment, des technologies qui gagnent en maturité, beaucoup de recherches dans les laboratoires, dans les entreprises, etc., qui font que aujourd'hui sont possibles des choses qui ne l'étaient pas autrefois. Le mariage de ces différents secteurs conduits par un fil conducteur et issus d'une tendance comme le nomadisme va permettre de créer un textile connecté, un textile intelligent, etc., en mariant l'électronique et le textile. On est vraiment
dans un nouvel usage. Enfin, je pense que les startups qui vont se présenter tout à l'heure, elles vont le démontrer de manière évidente, mais on est vraiment dans un nouvel usage et dans la fabrication et la conception de développement de produits et de services qui sont adaptés à ces nouveaux usages. Pardon. Il y en a un de plus sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est le vêtement comme interface. Alors là, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais le vêtement a toujours été une interface, c'est une évidence. Vraisemblablement, je pense que l'avenir du vêtement, c'est d'être l'interface entre la personne et l'environnement et le monde qui l'entoure. Ce qui veut dire aussi l'interface entre son porteur, son utilisateur, et ses autres objets connectés, et le web, et le cloud, et sa maison, et pourquoi pas les instances régionales, légales, etc., publiques, politiques, et pourquoi pas ses amis, mais aussi son avatar sur le web, etc. Et ça, c'est la véritable ambition de Google. Google, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai remis son image tout de suite, n'a pas l'ambition de faire une veste qui est connectée avec un interrupteur qui permet d'allumer son smartphone ou de répondre à quelqu'un qui nous appelle. C'est clairement pas l'ambition de Google, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'ambition de Google, c'est de faire une interface nouvelle entre la personne et le monde qui l'entoure, principalement le monde de l'Internet des objets et le monde de l'Internet. Pourquoi est-ce qu'il se dirige vers le textile? Parce que le vrai mariage qui va faire que tout ça fonctionne, c'est à condition que chacun y retrouve son compte et que chacun reste libre, que l'électronique apporte tout ce qu'elle peut apporter et que le textile apporte tout ce qu'il peut apporter en termes de propriété et notamment de confort. Et c'est là-dessus que justement on va travailler, faire des recherches, etc., pour avoir des textiles connectés, intelligents, etc., qui sont le plus confortables possible. Quel marché? Je vais passer très vite. J'ai juste cité ceux que vous pouvez lire ici, parce que j'y connais pas grand-chose en marché, et c'est très compliqué de savoir quel est le véritable marché. Ça, c'est des chiffres que j'ai pris, que j'ai recopiés, d'une étude, d'IDTech, qui dit que ce marché évoluerait à plus 36%. Je veux bien les croire. Ce qui est certain, c'est que c'est en évolution. Après, est-ce que c'est plus 36 ou plus 100%? Moi, je ne sais pas véritablement dire. Et là, je vous présente, et je vais essayer d'accélérer un peu, parce que je vois que le temps passe. Je vous présente de façon complètement non exhaustive quelques exemples de choses qu'on peut déjà voir sur le marché. Avec la veste Polar, des gens qui sont d'une certaine taille déjà, qui fabriquent une veste connectée non pas à l'usage de la personne, mais à l'usage de l'équipe de foot ou de l'équipe de sport. Xenoma, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est un textile qui permet qui est bourré de capteurs, qui permet de faire de la de la capture de mouvement pour le retranscrire en image. Donc on est capable de retranscrire en temps réel avec ce textile-là 60 images, enfin une vidéo de 60 images par seconde. Spinelli Design, peut-être vous allez trouver que c'est du gadget. 2 éléments, un capteur qui mesure la dose d'UV que vous recevez lorsque vous êtes exposé au soleil, et des vibreurs qui sont situés dans la ceinture d'un jean pour vous indiquer la direction à prendre lorsque vous avez programmé un itinéraire sur Google Maps ou une application équivalente. Neomed Light, d'une société qui est lyonnaise, qui fabrique des textiles lumineux pour guérir les nourrissons de la jaunisse. Attels, une entreprise du sud de la France, qui, contrairement à Neomed Light, qui vient du domaine textile, Attels vient du domaine électronique et vient chercher de la compétence textile pour créer un service
de monitoring et de suivi de personnes qui ont des problématiques cardiaques. Donc voilà tout ce qu'on peut trouver déjà. Tout ça, ce sont des entreprises qui existent, qui produisent des services et des produits et qui les vendent sur Internet. Certaines sont même en rupture de stock. Voilà. Et on va trouver tout ça avec un panel très très différent d'entreprises, d'acteurs, etc. Des gens qui viennent du textile et qui vont se marier à l'électronique, des gens qui viennent de l'électronique qui viennent se marier au textile, des designers, des techniciens, etc., des gens du jeu, voilà. Donc c'est vraiment ça le domaine des textiles intelligents. Je vais faire quelques points sur différents sujets, mais je pense qu'on va en reparler en détail plus tard. On a parlé des fibres, il y a forcément beaucoup d'innovations dans le domaine des fibres, très proche de l'innovation du domaine des matériaux, avec des fibres piézoélectriques par exemple qui peuvent servir de capteurs, donc ils sont déjà disponibles, c'est la fibre piezo de Teijin. Donc ce que vous voyez là, c'est une application reliée au collier que la jeune femme porte et qui mesure le rythme cardiaque de cette personne. Vous avez le fil eThread d'une start-up de Grenoble qui intègre une puce RFID à l'intérieur du fil. Vous avez des gens qui travaillent sur des fibres conductrices. Vous avez un projet européen qui travaille sur la connexion entre des fils batteries et des fils cellules photovoltaïques. Donc ça, c'est pour l'innovation matériaux. Rapidement, je vais vous présenter aussi de l'innovation procédé, ce qu'on appelle l'innovation procédé. Donc c'est les procédés textiles qui innovent aussi, avec une adaptation du tissage de fibres optiques. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que vous avez une présentation tout à l'heure de Brochet Technologies qui ont réalisé cette robe. Des gens tout en haut à droite qui utilisent les procédés textiles pour fabriquer un composant électronique. Et ce que vous avez en haut à droite, c'est issu d'un brevet d'une société française du Nord-Isère. Et ce que vous voyez là, c'est le produit qui a été développé. C'est un textile qui est générateur d'électricité avec une différence de température par le procédé Zybek. Et donc vous avez ici la construction de ce qui permet de réaliser ça en créant des points type point de soudure sur les différentes phases du textile. Vous avez des laboratoires de recherche qui travaillent par exemple sur un muscle artificiel en combinant une fibre mémoire de forme et un effet chauffant à l'intérieur du textile, tout ça contrôlé. Et puis vous avez par exemple l'entreprise ZSK en Allemagne qui commence à vendre des machines qui permettent d'intégrer directement des puces électroniques au moment de la broderie de ces tissus. Et puis dans le domaine applicatif, là aussi on commence à voir des choses qui apparaissent avec quelques exemples. La veste VisitJack qui permet, lorsque la personne lève le bras droit, le cycliste, d'allumer automatiquement une lumière pour indiquer la direction prise. Des travaux sur la broderie de fils conducteurs, des gens qui s'amusent à injecter et mouler des pièces réalisées en électronique imprimée pour faire de la décoration et du capteur à l'intérieur de l'habitacle des voitures, des gants en interface et des choses comme ça. Donc ça sur le domaine applicatif. Il me reste 2-3 slides. Je sais que je suis déjà en retard, mais je vais terminer rapidement, promis. Les acteurs mondiaux de la recherche, c'est évidemment pas exhaustif. Ce que vous allez voir là, évidemment, vous vous en doutez, l'Europe, avec beaucoup de travaux en Europe de l'Ouest, et notamment en France, en Allemagne. L'Allemagne est extrêmement présente sur le domaine des textiles intelligents, avec une vision plus industrielle vraisemblablement que nous, un petit peu moins créative peut-être, mais beaucoup plus industrielle. L'Espagne, le Portugal, le nord de l'Europe, en Asie, le Japon, la Corée, la Chine, qui brevette énormément de choses dans le domaine des textiles intelligents, beaucoup plus que dans le reste des pays du monde, et puis les États-Unis. On n'a pas parlé de plein de choses, notamment de textiles lumineux, d'impression d'électronique sur des textiles,
de fibertronique, la construction d'électronique à l'intérieur d'une fibre, des choses comme ça, de batteries souples, mais vous allez aborder ça au cours de la journée, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus plus que ça. Voilà. Je conclus rapidement. Là, vous avez une machine textile Jacquard, donc Jacquard qui est lyonnais, qui a inventé son procédé en début du 19e siècle, enfin 1807 à peu près, c'est la date à laquelle on s'accorde sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'industrie textile, elle est ouverte, qu'elle est en train de chercher sa place dans ce monde du textile électronique, des textiles intelligents, dans les nouveaux modèles qui sont proposés et qui sont en train de naître, les modèles économiques, quelle est sa place dans l'usine du futur, quel va être son rôle à jouer. Ce qui est certain, c'est qu'elle a une forte envie de faire ça, que l'électronique aussi a une forte envie de se marier à ce domaine textile, qu'il y a énormément d'acteurs et que ça bouge beaucoup là-dessus. Voilà, voilà le message principal que je souhaitais faire passer. Et puis, je ne me suis pas présenté au début, donc je vais le faire à la fin, assez rapidement. Donc, comme l'a dit Bernard Monnier, je travaille pour un pôle de compétitivité. Je m'occupe de différents sujets au sein de ce pôle, mais notamment de la partie textile technique. Et pour les textiles techniques, électroniques, etc., on a plein d'actions différentes au sein des pôles qui tournent autour de l'innovation ouverte avec un club Smart Textile et Wearables, avec de la formation dans ce domaine, avec un challenge dédié aux startups qui est organisé à l'occasion de Textival, qui est une convention d'affaires. On co-organise des salons, et notamment le SIDO, que vous connaissez peut-être, le salon de l'Internet des objets qui a lieu à Lyon. On est parti noyer nos adhérents dans la Silicon Valley au mois de juin avec le pôle Uptex pour qu'ils découvrent le monde de l'Internet des objets, etc., etc. Et puis un think tank franco-japonais sur la Fibertronics, donc plutôt sur l'innovation dans 20 ans, dans 30 ans, que j'anime avec un professeur japonais de Shinshu University, qu'on co-anime ensemble. Et qui permet de réfléchir à qu'est-ce que sera ce domaine des textiles intelligents demain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si on aura le temps pour beaucoup de questions, mais je suis disponible pour discuter avec vous tout au long de la journée, je reste là. Je vous souhaite une bonne conférence et 2 bonnes conférences. J'espère que ça vous plaira et j'espère que j'aurai suscité en vous l'envie d'aller plus loin et d'apprendre plus de choses pour ceux qui ne sont pas déjà dans le domaine, sur le domaine des textiles intelligents, des accessoires connectés, etc. Et je suis désolé, mais le temps passe trop vite, alors voilà. Merci. Merci beaucoup, Bruno, pour cette très belle exposé, pour ce très beau panorama. On va passer de suite, à moins qu'il y ait vraiment une seule question, qu'il y ait un bras qui se lève de suite, des personnes qui seraient frustrées de ne pas poser la question juste maintenant. Mais sinon, on attendra un tout petit peu les 3 exposés pour regrouper un peu les questions, parce qu'on est pris par le temps. Donc, je vais appeler Julien, la présentation suivante. Merci. Normalement, ça devrait marcher. Tu as cliqué là-bas. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que je te mette ça. Voilà, c'est ça, tu mets ça. Ouais, j'ai pris. Je vérifie si ça va. Ouais, super. Très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment super de pouvoir être sur ce campus de Polytechnique et de Saclay. Et donc je tiens à remercier Bernard, Aristote, de nous avoir conviés à l'organisation de cette journée. Donc moi je vais vous parler également de textile connecté, pôle de compétitivité Uptex.
Donc, comme mon homologue chez Tecterra, on a pour objectif d'aider l'industrie textile à se diversifier, à accéder à des nouveaux marchés. Et pour ça, le point de levier, c'est l'innovation. Et comme on l'a présenté tout à l'heure, vous avez finalement différents marchés aujourd'hui sur lesquels le secteur textile tente de se développer, que ce soit dans la santé, le bâtiment, l'industrie, etc. Je ne vais pas aller balayer, on les a vus tout à l'heure. Et pour ça, donc, le pôle a 4 services pour développer ces innovations. Donc, un service d'animation, on organise des conférences, des journées technologiques, un peu comme ce modèle aujourd'hui, sur différentes thématiques. On a un service projet dont l'objectif, c'est de faire émerger, consolider, monter des programmes de recherche pour accéder à des briques technologiques et les mettre en marché. Donc aujourd'hui, on est à une trentaine, quarantaine de projets labellisés chaque année autour des textiles. On a un service de conseil et un service de veille. Donc tout ça, c'est pour animer finalement 185 membres. Et c'est ce qui est passionnant avec le textile, c'est que vous avez une chaîne de valeur qui est très complexe et qui est très complète. Ça va de la matière première, vous passez par tous les transformateurs du textile, qu'ils soient tisseurs, tricoteurs, tresseurs, non tissés, confectionneurs, ennoblisseurs. Et après, derrière, vous avez tout un pan d'industrie, d'utilisateurs du textile sur des marchés, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé, que ce soit l'automobile, qui vont utiliser ces textiles. Et une des priorités des pôles de compétitivité, c'est de mettre en relation ces entreprises avec le secteur de la recherche. Et alors, vous voyez par exemple ici, c'est pour ça que je suis très content d'être ici, j'étais ici il y a un mois. On a démarré une coopération avec l'école et un de ses laboratoires, donc le LADIX, qui est ici sur le campus. Et vous voyez que finalement, on a finalement différents horizons d'entreprises et différents horizons de recherche. Il n'y a pas forcément que des laboratoires textiles qui travaillent sur les nouveaux sujets. On fait appel à des compétences qu'on ne maîtrise pas pour développer les produits de demain. Voilà. Et donc, dernière slide pour présenter Optex. On a 4 entrées technologiques, 4 domaines d'action stratégique. Le premier, c'est sur les matériaux à effet barrière, dans le domaine de la protection thermique, l'isolation acoustique, l'isolation thermique, dans le domaine de la filtration, air, liquide, gaz, et de la protection. On a un deuxième domaine d'activité stratégique qui concerne les structures complexes, notamment qui concerne principalement l'industrie composite et le complexage des matériaux. Évidemment, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, un domaine d'activité dans les textiles interactifs, capteurs, souples, production, conduction d'énergie et greffage, ajout de chimie sur les matériaux textiles. Et enfin, un dernier domaine qui est également très friand d'innovation, c'est les écomatériaux et surtout le recyclage, où on a beaucoup d'initiatives actuellement dans le recyclage du textile. Alors, si je fais un focus sur le textile intelligent, donc les e-textiles, on a vu tout à l'heure, donc Bruno a présenté un graphique. Je pense qu'on a tous les mêmes études. On va tous en vendre des milliards dans 20 ans, dans 30 ans. Je suis pas forcément. C'est sûr, on va en vendre. Je ne sais pas si ce sera 10 milliards, 15 milliards, 5 milliards. Honnêtement, j'en sais rien. Mais comme l'a dit exactement Bruno, aujourd'hui, il y a un écosystème, il y a une attente de la part des consommateurs et il y a un socle technologique, un socle industriel qui est prêt aujourd'hui pour aller sur ce marché. Notamment parce que depuis ces 5-6 dernières années, on a eu la révolution du digital, la data, des business models émergents sur les data. Et ça, aujourd'hui, ça permet finalement de commercialiser, de vendre ces textiles connectés. Parce que là, à l'époque, il y a 15 ans, on n'était pas capable de faire payer à un consommateur le prix réel du produit intégrant l'électronique. Aujourd'hui, par des business models alternatifs, exploitant la data, on est capable de vendre un produit peut-être moins cher, pas forcément en adéquation avec son prix de revient, mais de trouver d'autres business models pour le commercialiser. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est finalement qu'est-ce que nous, on a mis en place au niveau du pôle pour structurer cette feuille de route sur les textiles connectés, structurer des partenariats pour amener donc des nouveaux produits, des entreprises à se diversifier dans ce marché.
Alors chez nous, on va dire que le textile intelligent, tout le monde le traite depuis très longtemps. On va dire que dans le domaine connecté, tout a démarré en 2015 avec une première journée technologique. C'était un peu dans le même cadre qu'aujourd'hui. On a fait ça avec nos partenaires historiques, l'IFTH, l'ANSET, le CITC, qui est un centre technologique sur Euratechno à Lille. Il y avait à peu près 150 personnes, ce qui était une très très belle journée de toutes les compétences. Ça nous a permis de continuer sur un autre événement FUTEX en début d'année où c'est une conférence de 2 jours qui rejoignait 400 personnes et des ateliers menés en plus petits groupes restreints avec la DGA. Donc toute cette politique d'animation a permis de structurer je vais dire une trentaine, quarantaine de partenaires dans des groupes plus restreints afin de recueillir des usages, recueillir des besoins et structurer cette filière autour de l'évolution de la chaîne de valeur, ça c'est un point essentiel, des procédés de fabrication, de l'identification des partenaires sur des thématiques qui ne sont pas propres au textile, dans l'électronique, dans le soft, et de faire évoluer vers des business models. Ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir une approche globale. En premier lieu, et c'est pour nous le socle, pour avoir un objet connecté qui sera une réussite sur le marché, il faut d'abord qu'on réponde à une valeur d'usage forte. Donc il faut qu'on centre d'abord l'usage. C'est ce qu'on voit ici, des travaux, des visites auprès de centres hospitaliers, auprès de grands industriels qui ont des besoins spécifiques dans leur marché. On peut traduire en cahier des charges. Et ensuite, et ça a été finalement tout un travail de longue haleine, c'est structurer pas que le textile, mais également l'ensemble d'une chaîne de valeur qui aujourd'hui fonctionne plus en silo. On a le silo électronique, on a le silo soft, on a le silo textile. Comment on peut faire pour tous les faire travailler ensemble et répondre à ces usages. Voilà. Et donc ça nous a permis de structurer ces groupes et d'aller chercher ces partenaires extérieurs. Parce que finalement, l'écosystème français et européen est prêt. On a la recherche qui est très active en France. On a des nouvelles technologies qui émergent. Bruno a présenté tout à l'heure un panel au niveau textile de nouvelles technologies. On a du techno-push, on a du market pool, parce qu'on a des startups qui ont fait le travail d'aller chercher de l'usage, du besoin. Et on a un socle industriel existant aujourd'hui qui est prêt, lui, à s'investir pour accompagner ces transformations. Dans nos groupes, voilà, on identifie plusieurs marchés. Notre avis, de notre côté, pour l'instant, il y a 2 marchés qui peuvent capter de la valeur, où il y a de la valeur ajoutée. C'est le marché industriel, donc notamment dans le vêtement de protection, et le marché de la santé. C'est 2 marchés où on a des metteurs en marché et des clients qui sont prêts à payer. Ce n'est pas forcément le même modèle dans le sport. Le sport, on assiste beaucoup à des wearables qui ont tendance à baisser de prix, et où finalement le téléphone qui est déjà existant et une montre suffisent pour le sportif lambda d'avoir son information, alors que dans le secteur protection et le secteur de la santé, on cherche une qualité de mesure, ce qui est très important, on cherche une qualité d'intégration des systèmes. On va rechercher, alors si je pense à la protection, on a tous vu la fameuse loi travail il y a quelques années où il fallait mesurer, il fallait avoir un compte de temps pénibilité. Il y a des idées, est-ce qu'avec un vêtement, mon vêtement de travail ou un sous-vêtement, je peux, grâce à ça, mesurer 2, 3, 4, 5, 6 facteurs, port de charge lourde, travail répétitif, nuisance sonore, les intégrer et en faire un fichier comptant individuel pour les caisses de retraite. Ça fait partie d'un enjeu dans le domaine de la protection. Et dans le domaine de la santé, finalement, c'est comment je peux raccourcir des temps de diagnostic, comment je peux raccourcir des coûts qui sont aujourd'hui portés soit par la société civile, soit par des polices d'assurance, pour amener un meilleur diagnostic aux patients. Donc ça, ce sont pour nous des enjeux qui sont très forts. Et les challenges sur ces marchés, on en voit 2 principaux. J'exclus les briques techniques qui, pour moi, vont petit à petit se casser. Le premier challenge, finalement, c'est comment je produis en masse un textile connecté. On sait, je pense, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à la question, savent faire des protos,
savent faire des petites séries, des pré-séries. Par contre, quand il s'agit de produire 100 000 pièces, il n'y a plus grand monde. Et ça, c'est un vrai challenge. Comment je fais pour faire allier l'industrie de l'électronique en phase avec une industrie textile qui ne va peut-être pas vendre des millions d'unités comme on ferait dans les smartphones, qui va plutôt être sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Comment j'arrive à phaser ça? Ça, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est comment je fais évoluer le business model d'une entreprise, notamment textile, qui est plutôt une industrie manufacturière, une industrie de façonnier, à aller capter de la valeur sur du service couplé à un produit. Et donc, je finis sur ces enjeux avec cette équation. Donc, la valeur d'un objet connecté, c'est finalement, c'est très réduit, c'est la division entre le bénéfice que vous apporte l'objet, donc ça c'est tous les jours, divisé par la contrainte au porté. On est bien dans le domaine des wearables. Et donc, le bénéfice, c'est quoi? C'est l'intelligence que vous amène l'objet. Donc ça, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et vous avez la nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des mois, va décroître. Et la contrainte au porté, bon, c'est quoi? C'est est-ce que je dois penser à le recharger? Est-ce que je dois penser à l'utiliser? À quoi je ressemble quand je le porte? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que ça me dérange quand je le porte? Voilà, et toutes ces questions-là, finalement, régies sur cette petite division, on montre qu'il faut agir à la fois sur le numérateur et sur le dénominateur pour obtenir une valeur positive. Si on dépasse, si on est en dessous d'un certain seuil, eh bien l'objet n'a plus de valeur et donc n'a plus d'incidence sur le marché. Donc ça, voilà, c'est l'analyse aujourd'hui qu'on a de ces groupes. Donc ça se traduit aujourd'hui par donc 23 projets qu'on a accompagnés depuis 3 ans sur ces textiles intelligents, et notamment 7 projets de plus grosse envergure. Donc quand je parle de plus grosse envergure, c'est des projets à plusieurs millions d'euros, qui représentent aujourd'hui un investissement proche de 27 millions d'euros dans le textile connecté. Et donc je terminerai ma présentation par quelques exemples de projets. Vous voyez un petit peu dans quelle direction ça se porte et sur quelle thématique. Donc on a un premier projet qui est Somnonaute. C'est un programme FUI dont l'objectif est de développer des vêtements pour le diagnostic de la polysomnographie. Donc la polysomnographie, ça touche, donc c'est l'apnée du sommeil, on parle de l'apnée du sommeil, ça touche 5% de la population française. C'est 700 000 personnes qui sont sous moniteur aujourd'hui, et ça a un coût qui est estimé à 80 millions d'euros par an en France sur le système de santé. En haut à droite, vous voyez ici, aujourd'hui, ça c'est une mesure de polysomnographie à la Pitié-Salpêtrière. C'est plus de 100 capteurs à positionner sur la tête, sur le corps, sur le bas, sur les membres inférieurs. C'est 1 à 2 heures de pause par l'infirmière et l'aide-soignante. Donc déjà, ça a un coût. Quand vous mesurez sur les 700 000 personnes, ça fait plus de 1 400 000 heures de pause. Ça se chiffre clairement. Et après, ça crée un inconfort au porté, donc inconfort pour dormir, puisqu'on est là pour mesurer une qualité de sommeil. Si on n'arrive pas bien à dormir, la mesure est faussée. Donc l'idée de ce projet, c'est d'agglomérer les dernières technologies en termes d'intégration textile sur les électrodes textiles, des capteurs textiles, des batteries souples, qui sont portés donc sur un vêtement, un bonnet, un haut, un pyjama, et de proposer les services, que ce soit du cloud et du soft, des algorithmes intelligents, l'intelligence artificielle qui vient traiter cette donnée en masse pour apporter une aide au diagnostic aux professionnels de santé. Donc là, on est plutôt sur une brique, on travaille sur des briques techniques, donc comment faire des batteries souples, intégrables facilement dans un vêtement, comment développer des électrodes qui vont faire des mesures de qualité physiologique, qui vont permettre d'avoir un vêtement qui se lave plusieurs fois, 40, 50, 60 fois, sur des cycles hospitaliers. Le deuxième projet, c'est Textronic. Donc là, c'est un projet qui vient plutôt sur la brique industrialisation. Comment je fais pour industrialiser un textile plutôt dédié au secteur de la santé, donc seconde peau, et comment je fais pour le faire passer d'une pré-série de quelques pièces à 20 000, 30 000, 40 000 pièces par an. Donc ça regroupe un certain nombre d'acteurs qui ont chacun, en fait, dans leur thématique, un produit ciblé, et dont l'objectif principal de ces vêtements connectés,
c'est d'aller passer, aujourd'hui on est plutôt dans du soin au point of care, donc à l'hôpital, à la clinique, et comment en quelques années on arrive à le faire passer à la maison, et donc une mesure qui est faite sur différentes pathologies, qui va être réalisée à la maison, avec son sous-vêtement, avec son vestiaire, et qui va permettre d'informer le corps médical pour la prise de décision. Un troisième projet qui est sur plusieurs briques technologiques, Autonotex. Donc là, on a un projet qui développe sur deux types de marchés, le marché industriel sur les vêtements de protection, et également dans du secteur santé sur des draps intelligents pour détecter des chutes et des escarres sur des lits. L'objectif premier du projet, c'est de développer une fibre piézoélectrique qui, donc sur ce type de structuration, va permettre de venir développer donc, une certaine quantité d'énergie, c'est une faible quantité, mais quand on vient tisser, on vient tricoter cette fibre, on vient multiplier finalement le nombre de sources, de venir produire une énergie pour alimenter les systèmes embarqués. Voilà, donc ça c'est un des enjeux, c'est de développer une source d'énergie portative pour alimenter des systèmes. Et après, donc, différentes briques qui sont liées sur les équipements de protection individuelle et sur les mesures médicales. Et je terminerai ma présentation avec un dernier projet, donc FUI, Autotherm, qui lui a pour ambition donc, de développer un vêtement qui va être autonome en énergie, donc avec d'autres systèmes que le système piezo, et qui va permettre d'amener un confort thermique adapté à l'environnement. Donc il y a deux applications, il y a une application grand public et une application militaire. Donc on a des sous-vêtements qui viennent faire la régulation thermique. Donc il y a une application notamment sur le syndrome de Raynaud, donc en santé, et une application d'une veste militaire qui, à partir de cellules photovoltaïques souples, vient alimenter les systèmes embarqués. Et tout ça donc, pour produire le premier ensemble de vêtements autorégulés en température et autonomes en énergie. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Je mets juste quelques petites dates à retenir. Donc on lance une initiative sur le recyclage, donc c'est pour les entreprises du textile qui sont présentes, si ça les intéresse de venir à ce rendez-vous, c'est le 9 novembre. On a un workshop sur l'impression 3D et l'intégration du 3D printing dans les process textiles. On a une journée technologique le 30 novembre sur les dispositifs médicaux, où on fera intervenir un panel de chirurgiens qui viendront exposer des besoins. Et le 7 décembre, on a une journée grand compte avec Enedis sur ses besoins en matière de textile connecté. Voilà, donc je tiens encore à vous remercier pour votre présence. Je suis très content qu'il y ait eu des entreprises textiles qui aujourd'hui ont répondu présentes à ça. Et si ça vous intéresse de continuer à travailler le sujet, eh bien, vous pouvez venir me voir après à la pause. On en discutera volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je vais laisser le... Pareil, y a-t-il une question? Non, pas une question de suite. Bon, alors, si une seule. Bonjour, Bruno Salgue, moi je suis à l'Institut Mines Télécom. Moi j'ai un souci sur votre présentation, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un des problèmes aujourd'hui de tout ce qui est textile connecté, c'est que nos usages qu'on est en train de déterminer sont liés à des fonctionnements, et en particulier dans le domaine médical, qui sont anciens. Oui. C'est-à-dire que, de fait, ce n'est pas une critique pour vous. Hein. Oui, Qu'est-ce que vous avez développé? Vous avez développé du diagnostic. D'accord? Mais ce que vous n'avez pas développé, c'est ce que la médecine moderne ne s'est pas développée parce qu'on était en technique diagnostic médicament, c'est-à-dire toutes les technologies non médicamenteuses. Et on voit très très bien que dans les technologies non médicamenteuses, il y a énormément d'aspects sur le textile. Aujourd'hui, les technologies non médicamenteuses, c'est essentiellement des technologies mécaniques ou des technologies, je dirais, atmosphériques, c'est-à-dire air liquide, l'apnée du sommeil. Bon, par contre, c'est bien de diagnostiquer l'apnée du sommeil, par contre, c'est mieux. Ça n'apporte pas une solution sur le traitement. Ça apporte un diagnostic, mais ça ne donne pas la solution. Et un des vrais problèmes aujourd'hui du développement des textiles dans le domaine médical, c'est bien le traitement, et non pas
Et c'est là où il y a la valeur ajoutée. Bon, hein. en tout cas, sur ce sujet-là, il y a un enjeu, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que l'apnée du sommeil forcément, mais sur certaines pathologies, il y a un enjeu, en tout cas, à raccourcir les délais de diagnostic. Si je prends l'exemple de l'apnée... C'est du old technologies. Bah, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, comment vous monitorez l'apnée du sommeil? C'est des vieux moniteurs. Oui, mais ça, on peut faire ça très très vite. Je veux dire, c'est pas des... Non. Le problème, c'est qu'après, nous n'avons pas, nous, en Europe, les industries pour faire ça. Et là, il y a un deuxième problème sur le textile intelligent, c'est qu'on n'a pas d'usine de textile intelligent. Et on a un problème, c'est qu'on n'a pas d'industrialisation. Ça se constitue petit à petit. Voilà. On ne sait pas industrialiser. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'industriels identifiés. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques industriels qui font déjà du textile intelligent, qui le produisent en masse. Il doit y avoir une quinzaine d'entreprises en France qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Quand j'ai présenté par exemple le Textronic, l'idée c'est il y a une plateforme qui est sur 3, qui est physique, et qui a l'objectif de upscaler de la production plutôt dans le secteur médical, seconde peau, vers des industriels qui sont capables de le faire. Voilà. Mais on peut échanger, ouais, tout à fait. Désolé, il y a une question. Oui, alors très courte alors. Bonjour, Franck Lemeur, je dirige une start-up qui s'appelle Chronov, qui travaille dans la santé aussi à base de textile intelligent. Très intéressant, vous avez parlé de valeur d'usage et de cahier des charges. Ce qui est aussi important, à mon avis, c'est qu'on ne considère pas suffisamment les patients et l'usage des patients, notamment dans la prise des tailles. Si demain vous travaillez sur l'apnée du sommeil, sur l'insuffisance cardiaque, sur les pathologies cardiovasculaires, il faut intégrer que le fait on va avoir aussi des textiles qui doivent aussi être accessibles à des patients de plus de 65 ans qui ont souvent des obésités et qui ne sont pas faciles à porter. Et ça, vous voyez, là, c'est typiquement, c'est vrai que c'est tout à fait un enjeu, c'est une très bonne question. Et s'adosser au savoir-faire textile, c'est aussi un savoir-faire dans le taillant. Je sais pas, il y a Damar, par exemple, qui intervient tout à l'heure. Damar est plutôt spécialisé dans, on va dire, 3e âge, 4e âge, en tout cas plus de 55 ans. Donc, a une expertise sur le taillant et donc d'adapter une forme textile sur ce marché-là. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un des enjeux, effectivement. Voilà, merci pour ces questions. Alors maintenant, nous allons passer à l'exposé de Christine Rouet, qui va, je la laisse se présenter. Et, je lui dis simplement qu'on a, je crois, 20 minutes de retard, donc voilà. Attends, je vais essayer. Oui, bonjour et merci Bernard de m'avoir invité. Alors je suis d'autant plus contente aujourd'hui de participer, vous m'entendez, c'est bon? De participer à ce séminaire que je suis en fin de compte une ancienne des TIC. J'ai été longtemps directeur informatique et expert pour le ministère de la Recherche dans le domaine d'éthique. Et donc j'ai participé à de nombreux séminaires Aristote dans cette ancienne vie. Donc je vous présente un peu le thème de ma présentation. Alors je vais l'inscrire. Vraiment, pour moi, le guide de cette présentation, c'est une phrase de Mark Weiser, qui est un éminent informaticien, qui est mort malheureusement beaucoup trop jeune, qui travaillait à Palo Alto, et qui disait, donc dans les années 90, que les technologies les plus abouties sont celles qui se tissent au fil du quotidien, jusqu'à devenir indiscernables, imperceptibles. Donc c'est vraiment, je trouve, un peu l'enjeu du textile aujourd'hui, et je pense que c'est la valeur ajoutée qu'il pourra apporter par rapport à, je dirais, l'invasion des nouvelles technologies qu'on connaît aujourd'hui. Rapidement, je présente un petit peu ma structure. Donc, comme je vous le disais, en 2009, j'ai bifurqué, j'avais un vieux compte à régler avec le textile parce que je suis originaire de Roubaix. Mes grands-parents étaient dans ce domaine-là et j'avais envie d'aller vers un secteur d'innovation dans le textile après avoir eu la chance de participer à des innovations majeures dans l'informatique. Ça a été, enfin, je veux dire, j'ai connu des années absolument passionnantes et de fait, aujourd'hui, ce qui m'amuse, là, aujourd'hui, en 2017, c'est que le match entre les technologies et le textile est vraiment en train de se réaliser. Donc j'ai créé cette société en 2009, c'est un bureau d'études, et j'ai eu la chance de participer à des études, en particulier de mettre en place l'Observatoire des textiles techniques à l'Institut français de la mode. Donc la première partie de ma présentation,
c'est vraiment sous l'angle de l'informatique, les environnements artificiels que l'on connaît aujourd'hui pour nous faciliter la vie. Il nous arrive bien entendu directement de l'évolution digitale qu'on connaît aujourd'hui, une transformation donc numérique qui est absolument exponentielle. Donc si on regarde sur ce petit histogramme, complètement à gauche, tout à l'heure quelqu'un a cité, donc, je crois que c'est Bruno qui a parlé du métier jacquard. On était donc encore loin de la fin du 19e, où le docteur Hollerith aux États-Unis, qui avait besoin de répondre à une problématique de recensement, avait mis au point les premières cartes perforées. Et d'ailleurs, sa société, pour la petite histoire, après est devenue la société IBM que tout le monde connaît. Donc, dans les années 60, on a commencé à parler du mot informatique. On avait une problématique de performance couple homme-machine. Et ce qui a permis, après, de faire pénétrer donc, cette informatique en entreprise, qui au départ était simplement du calcul. Et ce qui a permis d'avancer, c'est de travailler sur des normes et des protocoles, en particulier TCP/IP, qui a permis donc de faire qu'au sein d'une entreprise, les PC puissent communiquer entre eux. Et donc plus après, dans le début des années 90, le protocole que tout le monde connaît, donc HTTP, donc Hypertext Transfer Protocol, qui a permis l'appropriation par le grand public. Et aujourd'hui, je ne vais pas refaire toute l'histoire, aujourd'hui, ce qui est absolument impressionnant, c'est qu'on est à une époque d'hyperconvergence au niveau des infrastructures, une virtualisation complète, tant au niveau des serveurs, des réseaux, je dirais, de tout ce qui est stockage. Et donc, on va vers une appréhension complètement intuitive de ces outils informatiques, qu'on n'appelle d'ailleurs plus informatique, parce qu'aujourd'hui on manipule autant de l'image que de la donnée écrite, caractère. Et donc on est vraiment aujourd'hui entré dans un monde de la connaissance. Personne n'est isolé, personne n'est une île, hein, c'était l'adage de John Dole. On est vraiment... et alors si on met en parallèle cette évolution, on voit que dans les années 60, c'était l'époque où les fibres textiles devenaient de plus en plus des fibres haute performance, où on a inventé le lycra, où on a inventé, où on a commercialisé pour la première fois la fibre carbone. Et donc une histoire absolument phénoménale du textile à cette époque. Donc au-delà de ces matériels informatiques, aujourd'hui on parle donc d'Internet des objets, donc des objets qui, aussi bien avec les données, les environnements virtuels interagissent complètement entre eux, ce qui fait que les individus, les humains, sont complètement assistés au quotidien et se rajoute dessus une couche d'intelligence artificielle qui permet de faire à la fois du service prédictif et du service contextuel. Donc là, il y a vraiment des enjeux majeurs aujourd'hui. Vous avez probablement, donc on a parlé tout à l'heure de Google, mais un constructeur qui se positionne aussi très fortement dans ce domaine, c'est Dell, qui a l'atout un atout très fort au niveau de la virtualisation dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, lui, ne parle déjà plus d'Internet des objets. Vous avez peut-être entendu dire ces jours-ci, il y avait donc les iQT Days de Dell, et donc il s'agit cette fois d'une problématique carrément d'intelligence des objets, parce que l'enjeu qui va se poser, c'est d'être à même d'analyser des très très grands volumes de données au niveau de l'objet. Donc il va falloir que les performances, en particulier au niveau du réseau, soient résolues. Donc de plus en plus, on ira vers de l'intelligence déportée. Donc un exemple qui a été cité tout à l'heure, tout devient mesurable, tout devient quantifiable, et surtout avec des interfaces naturelles, intuitives. Et donc là, sur ce slide, le Quantify, avec donc la possibilité de développer son propre monitoring, de le personnaliser, de façon à pouvoir se quantifier, savoir au quotidien les performances qu'on a pu obtenir, tant au niveau de la santé qu'au niveau d'un sport qu'on peut pratiquer. Donc la deuxième partie de ma présentation, c'est au niveau de la matière. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé donc, des équipements qui étaient complètement convergents. On a parlé de l'Internet des objets, donc des objets intelligents qui au quotidien coopèrent entre eux et permettent aux gens donc d'avoir comme une espèce d'aide à l'environnement. En fin de compte,
c'est assez curieux à dire, mais on est encore plus en prise avec l'environnement quand on peut avoir sur un lieu donné des informations sur un tas de ressources qu'on peut trouver dans ce lieu même. Donc, en ce qui concerne la matière, donc là, sur cet exemple, j'ai mis du tissage 3D orthogonal. Donc, on a aujourd'hui, avec le concours de l'informatique et des mathématiques, des capacités extraordinaires pour développer ce textile en 3 dimensions. C'est vraiment un atout, je dirais, qui est vraiment caractéristique de notre époque. On a commencé, je dirais, avec les composites, on en parlait tout à l'heure des avions, les composites dans les avions, on a commencé donc à construire ce textile en 3 dimensions. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui appréhende l'espace. Et en parallèle, par rapport à l'histogramme que je vous ai monté tout à l'heure pour l'informatique, si on regarde l'évolution des matériaux, on voit que hier, on avait donc des matériaux traditionnels que l'on choisissait, c'est-à-dire qu'on les trouvait, on les améliorait, mais l'homme les choisissait, et les choisissait pour leur durabilité, pour leur dureté, pour leur malléabilité. Donc, au début, enfin je dirais au XXe siècle, ou même au début du XXIe siècle, on avait de plus en plus des matériaux très spécialisés, des matériaux donc, qui étaient mélangés, composés, des alliages, des hybrides, des matériaux, je dirais, haute performance, mais ce qui permet d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui grâce aux technosciences. Aujourd'hui, on a des matériaux qui sont conçus à la fois en termes de fonction et en termes de structure. C'est-à-dire que très clairement, c'est plus le matériau qui est exploité dans une industrie et on fait avec, c'est vraiment l'homme qui va construire la bonne matière qui va lui permettre de résoudre des problèmes. Donc on va concevoir la structure en fonction des fonctions qu'on veut avoir dans le matériel. Donc en ce qui concerne ces matériels... Ah oui, excusez-moi. Parce que ça frotte. Ça frotte, ah oui. Et donc on va de plus en plus vers, paradoxalement, alors que je parle des matériaux, vers une dématérialisation, une convergence de la donnée et de la matière. Donc, pour prendre l'exemple des fibres, dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc dans les années 60, c'était l'ère de la chimie, et donc bien entendu avec les polymères, on a eu une explosion de nouvelles fibres qui ont permis donc de faire que ces textiles, donc ces polymères remplacent des matériaux naturels, mais ce que ça a surtout permis, ça a permis au textile de gagner tous les secteurs industriels. Et c'est cet atout-là du textile aujourd'hui, d'avoir pénétré tous les domaines, qui lui a fait connaître et rencontrer un tas de nouvelles technologies et qui lui donne cette force aujourd'hui d'aller vers de la matière intelligente, vers donc des fibres qui de plus en plus vont embarquer de la donnée, voire être communicantes, avec aujourd'hui donc les polymères qui sont communicants intrinsèques, comme la polyalinine. Et donc on va... Alors qu'avant, enfin, je veux dire, il y a très peu de polymères qui sont conducteurs, mais enfin, donc les recherches dans ce domaine avancent très fortement, et donc la matière elle-même va devenir intelligente. Donc, je n'ai pas pu résister à vous montrer cet exemple, parce que ça, bon, c'est un exemple qui est ancien, je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle. Dans les années, donc ça c'est 74, ça représente 180K mémoire, c'est juste une plaque mémoire de grande dimension, hein, ça fait à peu près cette taille-là, et donc qui équipait les PDP-10, hein, donc c'est digital comme constructeur, et c'était des tores de ferrite, des tores magnétiques, qui étaient déjà tissés entre eux. Donc on avait déjà un croisement d'innovation entre le textile et les technologies. Alors un exemple pour illustrer cette problématique de matière communicante, donc je remercie Sylvain Kubler de l'Université de Lorraine de m'avoir permis donc de présenter cette thèse qu'il a soutenue donc, il y a 2-3 ans. Et donc, dans cette thèse, il a démontré qu'on pouvait transformer donc, une matière textile en matière communicante. Donc là, il s'agit d'embarquer des micro-particules RFID dans un vêtement. Donc ça a permis donc, de montrer un nouveau paradigme qui est de dire que la matière pouvait devenir intrinsèquement communicante, c'est-à-dire que au niveau le flux matière et le flux données, le flux information, sont complètement fusionnés, sont complètement intégrés. Donc, dans cette problématique, on s'aperçoit donc que la matière peut être vue comme un vecteur d'information qui a les mêmes capacités qu'une base de données,
Et donc, on avait déjà, pour ceux qui sont informaticiens, des bases de données orientées objets. Et donc là, on irait vers des bases de données orientées matière. Donc, on a disséminé donc, de l'information, on l'a embarqué dans le vêtement, de façon à pouvoir suivre le contexte d'utilisation de ce vêtement pendant toute sa durée de vie. C'était le sujet de la thèse. Donc, derrière, il y a tout un système dit matière communicante, qui est composé donc de deux niveaux, un niveau base de données centralisée, base de données distribuée, et un niveau, le niveau du produit lui-même, qui pendant toute sa durée de vie, à partir de la conception, donc la fabrication, l'entrepôt, la distribution, etc., et surtout la phase d'utilisation, va pouvoir être suivi avec un échange permanent entre le produit lui-même, qui est vu comme, en fin de compte, un support de données, enfin une donnée écrite et une donnée qui est lue, et des bases de données centralisées ou distribuées. Donc c'est là qu'on voit, comme je le disais tout à l'heure, la problématique de transfert de tous ces flux, et c'est vraiment un enjeu majeur si on veut aller plus avant dans cette problématique des objets intelligents et de la matière intelligente. Enfin, troisième partie de ma présentation, le textile, parce que le textile, quel est son plus dans toute cette problématique de l'objet intelligent? Quel est le plus du textile? Si on regarde ce qu'on connaît aujourd'hui comme situation, on se trouve de plus en plus dans un monde où on n'arrive plus à dissocier, on va bientôt plus arriver à dissocier ce qui relève de l'humain qui est hyperconnecté, ce qui relève de la matière, ce qui relève du virtuel. Donc on a une problématique qui est de se dire, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une communication humaine? Alors je m'explique. Ce qui fait le propre d'une société, c'est justement cette communication, et donc ce qui est communiqué entre les individus, c'est l'information. Mais ce qui permet de mémoriser de l'information, c'est l'ensemble de tous les sens, c'est l'ensemble de tous les capteurs. Là, on peut reprendre toujours la même image, c'est donc tout ce qui fait la perception. Et donc ce qui est quand même le grand oublié du digital pur et dur aujourd'hui, on utilise essentiellement le sens de la vue, l'ouïe, mais c'est vrai que la force du textile, c'est de pouvoir y ajouter le toucher, qui est quand même un grand oublié de nos siècles depuis la Renaissance. Je dirais nos anciens, les Grecs, le mettaient au cœur de tout le système de perception, le toucher, et nous, c'est quelque chose qui est quand même très oublié aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis ce petit slide parce que c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que le tissu, moi j'aime bien cette image, le tissu c'est quelque chose qui nous est familier, il a une affinité avec l'homme et qui remonte à pratiquement à l'existence de l'homme, enfin je veux dire les premières peaux de bête, la première vannerie, les premiers tissages, ça remonte pratiquement à l'existence de l'individu. Et donc ce qui est surtout amusant, c'est de voir que la communication de l'information par le textile, les premières communications sous forme de tissage, en fin de compte, il n'y avait pas de barrière linguistique. Donc c'est aussi une réflexion par rapport à la force du tissu aujourd'hui. Donc un exemple pour illustrer le sens du toucher et son utilisation future. Là, c'est donc pour certains le connaissent bien parce qu'il a eu un prix donc en début d'année, un prix textile. Donc ça, c'est la thèse de Wael Ben Messaoud, qui m'a aussi gentiment autorisé à présenter son travail très rapidement. Donc, en fin de compte, c'est basé sur le fait que la friction, et donc le contraste de friction, est ce qui permet de mieux repérer la perception au niveau du doigt, et de mieux l'identifier, de mieux la caractériser. Donc, il a monté, en fin de compte, un stimulateur tactile qui va essayer de reproduire les caractéristiques de cette friction, donc ceci étant appliqué au tissu. Donc pour l'instant, il y a juste 2 ou 3 types de tissus qui ont été utilisés dans sa thèse. Et donc le signal qui va être mesuré, c'est le signal qui a été mesuré en situation réelle et qui est injecté dans le dispositif de façon à reproduire cette sensation virtuelle au niveau du doigt. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que on pense que l'on touche réellement avec ce dispositif, mais en fin de compte, on peut se poser la question, est-ce qu'on sent vraiment? Donc c'est aussi une réflexion par rapport au wearable. Je sais que des anthropologues ou des designers ont une réflexion assez
pertinente à ce niveau-là, c'est qu'on peut se demander est-ce que où commence l'humain et où est le virtuel, et est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui nous ressemble, ou est-ce qu'un jour, je dirais qu'on aura tellement réussi à caractériser tous les ressentis, toutes les perceptions de l'humain, qu'on n'aura plus besoin, je dirais, de s'affronter à la réalité, et que là, le virtuel suffira à nous donner l'illusion que l'on est dans la réalité. Donc, je dirais, un des enjeux majeurs pour aller plus avant dans ce type de dispositif, qui à mon avis est très intéressant, c'est la problématique de caractérisation de la matière textile. Donc, ce que me disait Wael Ben Saoud, c'est que l'enjeu ici, c'est de pouvoir travailler avec des grands spécialistes des bases de données, de façon à pouvoir construire et caractériser et construire des bases de données qui permettent de décrire ce contact matière en ce qui concerne le textile. J'ai été rapide parce qu'il y avait pas mal de temps à rattraper, donc je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment. C'était un peu rapide, excusez-moi, mais voilà. C'est très très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir effectivement de s'être adapté à cet agenda qui était un tout petit peu en retard. Y a-t-il une question? Quelques mains levées. Je vais noter juste les mains. Ensuite, 1, 2, que 2 personnes. Donc voilà, on s'arrêtera là. Merci beaucoup. Alors c'est pas tant une question, mais plutôt voilà. Alors moi je suis Karine Renouille-Tiberghien de la manufacture de layette tricotée à Tarbes. Donc c'était juste, voilà, j'ai entendu des choses très intelligentes depuis tout à l'heure, et je représente un peu ce socle industriel qui a en effet envie de comprendre un peu comment tous ces gens intelligents sont en train de nous faire le monde de demain et d'apporter notre savoir-faire industriel. Donc il faut savoir que les tricoteurs en France, il y en avait plus d'un millier il y a quelques dizaines d'années, et qu'aujourd'hui nous sommes 42 et qu'il y en a un qui disparaît tous les 3 mois. Donc voilà, on est un petit peu les irréductibles gaulois. Ceux qui s'en sortent sont sur des marchés de niche. Nous, on est sur le bébé. En gros, toutes les brassières bébés que vous pouvez voir chez Carrefour, chez Aubert, chez Bébé Neuf, tout vient de chez nous. Normalement, tous les bébés sont habillés par nous, entre 0 et 1 mois, puisque c'est la seule taille que nous faisons. Donc nous, on a envie d'aller un peu plus loin, parce que le nombre de bébés ne progresse pas en France, même s'il ne diminue pas. Donc on cherche à aller vers autre chose avec notre savoir-faire, qui est le fait de faire des nœuds, puisque c'est ça le tricot. On a beaucoup parlé de tissage ce matin, mais je suis là pour défendre les tricoteurs. Donc nous, on fait des nœuds avec des fils. Aujourd'hui, on est sur trois petits projets, qui est un bonnet anti-ondes, toujours pour le bébé, le nourrisson. On essaye de créer un petit bonnet qui va permettre à la maman de ne pas stresser quand elle téléphone tout en allaitant, en se disant qu'elle n'inonde pas d'ondes le cerveau de son bébé. On travaille sur une brassière pour des canards qui vont avoir un truc connecté qui va permettre de mesurer la taille du foie du canard. On n'est pas dans le sud-ouest pour rien. Et on travaille aussi beaucoup en 3D, puisque nous faisons des pulls, par exemple, pour Cyrillus sans couture, et qui sortent tout fait de la machine, un petit peu comme on a vu, c'est devenu une réalité, l'image qu'on avait vue tout à l'heure, les produits peuvent sortir tout fait depuis la machine. Donc voilà, donc un témoignage. Donc oui, nous sommes prêts, nous les industriels, à vous accompagner. Voilà, sollicitez-nous. Après, on reste des industriels, on a besoin de production de masse. Donc nous, on s'investira forcément sur des projets où on sent qu'il y a une demande. On partira d'abord de la demande et de la valeur ajoutée. Merci bien, merci beaucoup. Oui, bravo, on peut vous applaudir aussi. Voilà, donc une question ici. Voilà. Donc ma question s'adresse à la personne qui présentait juste avant. Alors, merci pour votre présentation qui était extrêmement intéressante. Je suis là, donc Mehdi Ami à l'Université de Paris-Saclay. J'ai plein de questions, mais il y avait un point qui m'a intéressé quand vous avez parlé de bases de données orientées matière. C'est un sujet qui me paraît assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on voit les bases de données évoluer. Maintenant, on commence à parler de bases de données orientées données, bases de données orientées objets, etc. Est-ce qu'il y a des choses concrètes derrière ça, ou c'est juste le début d'un concept que... Oui, c'est le début d'un concept. Donc là, les travaux de Sylvain Kubler ont été suivis d'une autre thèse cette année. Et donc toute une personne, donc toujours à l'université de Lorraine,
donc qui a approfondi ces problématiques de base de données. Donc le concept, je dirais, j'ai forcé un peu le trait en disant orienté matière. Pour l'instant, on appelle ça système base de données matière intelligente. Mais bon, pour avoir pratiqué, parce que c'était ma spécialité, je dirais tous les types de bases de données, je trouve qu'on peut pas résister à l'envie justement de l'appeler comme ça, de l'appeler parce qu'on est vraiment dans une problématique de se dire, parce que pour répondre justement à cet enjeu des objets connectés, il va falloir trouver des réponses pour que l'intelligence puisse être répartie, qu'on ne soit pas obligé de toujours transiter à travers le réseau pour aller analyser des flux de données de plus en plus complexes. Donc, je pense qu'il y a certainement quelque chose d'intéressant dans ce domaine. Voilà, mais merci beaucoup pour ces interventions de ce matin. Donc, ce qui est très important, c'est de créer du lien. Hein. Donc, vous êtes intervenu très bien. Comme ça, les gens pourront venir vous voir, j'espère. En fait, ce qui est majeur, c'est de créer les liens entre les différentes personnes. Donc, j'espère que vous irez voir les personnes des pôles de compétitivité et que vous discuterez entre vous. Donc, voilà. Bien, écoutez, je vous invite à faire une pause. Donc, tout à l'heure, on va passer à la partie recherche pour terminer la matinée. Et merci beaucoup de votre attention. Alors, si vous pouvez revenir vers 11h20 maximum, 11h15, ça serait mieux, mais bon, 11h20 maximum. Merci beaucoup.